En cette période hivernale, comment se protéger pour éviter les maladies respiratoires? Les spécialistes de la santé vous donnent des astuces pour réduire les conséquences de ces pics de froid. Pourquoi la mise en œuvre de l'accord pour la paix n'a jamais été effective au Mali? Nous ouvrons une série inédite sur la question à suivre dans ce journal. En France, la loi sur l'immigration a finalement été adoptée ce mardi. Fustigée par la gauche et saluée par l'extrême droite, elle a été votée au Sénat hier mardi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information. On en parlait hier, le religieux Chouala Bayaya Idara a été finalement placé sous mandat de dépôt et transféré à la maison centrale d'arrêt de Bamako ce 20 décembre 2023, après avoir été présenté hier au procureur Adama Koulibaly du pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité du tribunal de la commune 6. Alors que ses fidèles étaient nombreux devant la brigade d'investigation judiciaire, il a été conduit discrètement à la MCA ce matin aux environs de 11h30. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État et de la diffusion de propos mensongers de nature à troubler l'ordre public. Son jugement est prévu pour le 12 mars 2024. Et on parle climat dans ce journal. Les services météorologiques du Mali ont annoncé une baisse des températures avec un pic important de fraîcheur. Selon les spécialistes de la santé publique, il pourrait y avoir des conséquences sur la santé des populations. Paul Yapinguesson. Depuis quelques jours, la brume de poussière qui réduit la visibilité entraîne également un assèchement de la gorge et de la peau, la congestion des voies respiratoires et de petites fentes sur les lèvres. Aujourd'hui, nous vivons un climat, une température un peu en baisse. Et certains disent entre 15 et 17 degrés. Donc cela n'est pas en phase avec la température humaine. On sait que la température intérieure est autour de 37. Donc une variation un peu extrême va naturellement impacter négativement sur la santé, surtout respiratoire. Cette situation, selon les spécialistes de la santé, peut être source de beaucoup de maladies respiratoires. Maintenant, si la température varie autour de nous, et cela va entraîner un condensat de particules, des particules qui sont suspendues et difficilement qui tombent par terre. Donc ces particules sont suspendues, c'est ce qui crée cette brume que vous voyez au-dessus de Bamako, et c'est ce qui crée la persistance de ces particules dans l'air suspendu. Donc l'homme, en rencontrant ces particules, va inhaler non seulement les particules, mais aussi la fraîcheur. Et il y a un brusque changement de température. Les particules vont agresser la muqueuse et aussi la fraîcheur aussi va créer une inflammation. Et c'est ce qui va amener tous les symptômes qu'on voit, des épisodes de grippe, des épisodes de rhume, des quintes de toux, même provoquer une bronchite au niveau du bas appareil respiratoire. Comme mesure de prévention, le professeur Yacouba Toloba, pneumologue au CHU de Point G, invite la population à se protéger en portant des blousons, des pulls et autres vêtements chauds. Donc, chez l'enfant moins de 5 ans et des personnes âgées plus de 65 ans sont très vulnérables. Beaucoup de personnes circulent à moto, en tout cas sur des engins à deux roues. Il faut au moins porter des casques ou prendre des bavettes. Les bavettes, nous pneumologues spécialistes des maladies respiratoires, les bavettes sont les bienvenues. Ce n'est pas à cause de la Covid seulement, c'est des mesures de prévention collective au niveau de la population. Du point de vue individuel, il faut protéger les enfants, il ne faut pas qu'ils soient trop exposés, ne les lavez pas avec de l'eau fraîche ou très fraîche, et aussi protéger les personnes âgées. À Bamako comme à l'intérieur du pays, le froid de ces derniers jours est jugé insupportable par les populations, car avoisinant les 15 degrés d'après les bulletins météo. Les spécialistes de la météo préviennent que cette baisse de la température va perdurer des jours encore. Ils imputent la situation à l'hiver et son froid glacial qui a commencé en Europe. La Mauritanie vient d'accueillir 100 000 nouveaux réfugiés maliens qui ont fui les affrontements entre l'armée et les rebelles de la CMA. Déjà en 2012, près de 77 000 réfugiés maliens s'étaient installés dans les camps de Bira à la frontière suite au combat entre l'armée et la coalition rebelle terroriste. Les terroristes ont par la suite occupé les régions du Nord avant l'intervention militaire française. C'est le 14 novembre dernier que les FAMA ont repris la ville de Kidal
aux mains des rebelles. Place à notre série de la semaine. Depuis plusieurs mois, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation est en panne. Certains parlent même de la fin de l'accord, alors que l'Algérie s'active depuis plusieurs jours à essayer de relancer le processus. Dans le premier épisode de la série que nous y consacrons, nous analysons les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord depuis sa signature. Soumaïla Fani. Rétablir la paix au Mali par une décentralisation soutenue dite régionalisation, créer une armée reconstituée intégrant les anciens groupes armés signataires et créer des mesures de développement économique spécifiques au nord du pays, voilà ce qui prévoit l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Signé en 2015, cet accord est en panne dans sa mise en œuvre. D'abord, ce qui a amené l'accord, c'est que l'accord n'a pas été assez expliqué aux Maliens. Et le contexte de sa signature a été un contexte difficile et beaucoup de nos concitoyens ne l'ont pas compris. Et il a été aussi victime de la mauvaise foi des acteurs à vouloir l'appliquer. Et par endroits, certains articles étaient difficiles à être mis en œuvre. Donc les acteurs n'ont pas eu assez de courage parce que lorsque vous avez fait 3 ans, 4 ans sans pouvoir appliquer un accord, il est important de voir et de s'asseoir et regarder où est-ce que ça bloque, quels sont les articles qui ne sont pas applicables. L'accord a été signé d'abord et principalement pour obtenir un cessez-le-feu suite à la défaite de l'armée contre les groupes rebelles en 2014. Et puisque le Mali était tombé, on nous a forcés à signer un accord, le couteau sous la gorge. Mais même Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, n'avait pas l'intention d'appliquer cet accord. Il l'a fait pour sauver sa tête. Mais après, il a traîné les pieds, il n'a pas voulu appliquer. Parce que ça consistait à démembrer l'État malien et à le spolier de 2/3 de son territoire. Et donc l'accord consistait à officialiser la domination militaire des groupes armés sur le nord. Et donc c'était une supercherie. C'était un accord scélérat. Depuis la semaine dernière, l'Algérie tente de sauver ce qui reste de cet accord en discutant avec les ex-rebelles, ceux-là même qui s'étaient retirés des instances de son comité de suivi décembre 2022, tout en reprochant aux autorités de la transition de ne rien faire en faveur de la mise en œuvre de cet accord. Ce qui est important, il faut que nous-mêmes, entre Maliens, pour une fois, on puisse nous asseoir et qu'on puisse créer des dialogues entre nous sans intermédiaire. Cela aura le mérite quand même de faire en sorte que les citoyens se l'approprient parce que la plupart de nos accords, on dit l'accord d'Alger de 2007, l'accord d'Alger 2014. Donc pour moi, déjà, il est important qu'on puisse parler entre nous. C'est vrai que les autres peuvent parler, peuvent faire des intermédiaires. Il n'y a pas meilleure manière et meilleure option que les Maliens entre eux discutent et puissent aboutir à une relecture. Aujourd'hui, de nombreux responsables rebelles sont poursuivis pour terrorisme par la justice malienne après avoir engagé de violents combats contre l'armée malienne dont ils ont finalement perdu. La loi sur l'immigration en France, qui a fait l'objet de plusieurs débats, a finalement été adoptée hier mardi au Sénat. Aminata Keïta pour les détails. La loi sur l'immigration est désormais votée par les sénateurs et l'Assemblée nationale en France. Il s'agit du 29e texte sur l'asile et l'immigration qui a été adopté depuis 1980. Dans cette nouvelle loi, l'aide médicale d'État AME, qui permettait l'accès aux soins aux personnes en situation irrégulière, est remplacée par une aide médicale d'urgence. Ces personnes ne bénéficieront que d'une aide limitée à l'urgence vitale. Le texte ajoute de nouvelles conditions pour qu'une personne étrangère puisse rejoindre un proche en France, qui sont entre autres maîtriser le français, avoir des ressources suffisantes, disposer d'une assurance maladie, signer un contrat d'engagement républicain. Les sénateurs et sénatrices ont aussi voté l'instauration de quotas migratoires sur l'ensemble des titres de séjour. Ainsi, chaque année, ils fixeront le quota annuel d'entrée pour tous les visas, sauf les visas humanitaires et les demandes d'asile. Ainsi,
La carte de séjour ne serait attribuée que pour 1 an pour les personnes occupant un métier dit en tension, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariale durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Pour certaines prestations sociales, un délai de 5 ans est prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de 30 mois pour les autres. Ces nouvelles restrictions ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers, les réfugiés ou les titulaires d'une carte de résident. Pour les personnes nées en France de parents étrangers, il faudra désormais que cette personne en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans et en cas de condamnation pour crime, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France deviendrait impossible. Le texte prévoit l'instauration d'une caution à déposer par les étudiants étrangers demandant un titre de séjour pour couvrir le coût d'éventuels frais d'éloignement. Sur le plan médical, la loi prend une restriction de l'accès au titre de séjour étranger malade. Sauf exception, il ne pourra être accordé que s'il n'y a pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Une prise en charge par l'assurance maladie sera par ailleurs exclue si le demandeur a des ressources jugées suffisantes. Écoutez, moi j'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec 2 objectifs: éloigner plus rapidement, plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. Au lendemain de l'adoption de cette loi, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe plus de 900 associations en France, a annoncé qu'elle effectuait les démarches nécessaires pour faire examiner par le Conseil constitutionnel les mesures de la loi sur l'immigration qu'il qualifie comme une honte. Selon un communiqué, le département du Lot, situé dans la région Occitanie en France, a annoncé qu'il refusait d'appliquer la préférence nationale instituée par la loi sur l'immigration pour l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. En RDC, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur environ 100 millions d'habitants étaient appelés aux urnes ce mercredi 20 décembre dans le cadre des élections générales, dont celle de la présidentielle à laquelle le président sortant Félix Tshisekedi se présente pour un second mandat. Aïssata Maïga. Malgré qu'elles soient confrontées à un défi logistique, les élections ont quand même débuté depuis ce matin dans plusieurs bureaux de vote en République démocratique du Congo, mais pas partout et d'une manière générale avec des retards et dysfonctionnements plus ou moins importants, selon le constat des équipes de l'AFP déployées dans le pays. Parmi les 19 candidats pour la présidentielle, 3 font figure de favoris, notamment Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, président sortant, ainsi que son principal challenger Moïse Katumbi. Plusieurs autres candidats de l'opposition se sont ralliés à ces derniers. Le docteur Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, prix Nobel de la paix en 2018, est également candidat. La transparence du scrutin reste alors un défi à relever. La dernière élection a surtout été marquée par des soupçons de fraude. Les résultats officiels étaient différents des résultats de la mission d'observation de l'Église catholique. Cette année, la mission a encore déployé 36 000 observateurs partout dans le pays. Toutefois, les principaux candidats de l'opposition ont dénoncé ce matin les chaos et les irrégularités constatées selon eux dans l'organisation des élections. À noter que pour la première fois en République démocratique du Congo, des Congolais de la diaspora participent aux différentes élections dans 5 pays dont la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada avec 13 290 personnes, mais le taux d'enrôlement est très faible selon le politologue Bob Kabamba. C'est donc ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.